Bonjour et bienvenue avec Côte d'Azur Trader Futur ce dimanche 15, nous sommes bien, oui, le 15 décembre 2013. Voilà, donc aujourd'hui nous allons analyser un peu mon actif fétiche. Vous savez que je me sers le gold. Le gold c'est un investissement, donc certainement pas le gold de papier qui ne m'intéresse pas du tout. C'est le gold physique qui est intéressant. Donc c'est pour savoir connaître les niveaux pour les achats de gold physique. Parce que comme vous le savez, je suis vendeur de gold depuis les plus hauts alentours de 1900. On a fait le point haut, je crois que c'était autour de 1928, et je suis vendeur du gold depuis, et je n'ai jamais préconisé un achat depuis cette époque. Mes analyses sont là pour le confirmer, sauf bien sûr des petits retracements qui ne sont que pour moi des replis techniques, mais pas des hausses, comme beaucoup ont pu le dire parmi certains analystes qui se sont plantés en revoyant le gold repartir sur des plus hauts sommets. Non, c'était pas le cas. Donc voilà, bon, pour l'instant, qu'est-ce que nous allons faire? On va parler un peu de mon historique, de ma stratégie de trading, comment j'en suis arrivé à justement à ne plus trader comme tout le monde et chercher quelque chose d'un peu original, de par ma réflexion. Donc nous allons parler de ma stratégie de trading. Elle a au moins pour avantage, comme vous le savez, d'être originale et de fonctionner. C'est cela l'essentiel. Comme vous le savez, 95% des analyses techniques sur la toile se ressemblent et utilisent les mêmes outils, ceci depuis des décennies. Bon, les outils englobent la ressemblance des plateformes, des stochastiques, des RSI, des Bollinger. Donc beaucoup utilisent ces mêmes outils. Donc est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Alors, certains me diront, eh bien, c'est logique, parce que cela fonctionne avec un pourcentage de réussite de 60%. Parce que personne, celui qui dit, moi je vais faire une analyse et je vais vous dire que ça va, que comme je l'ai vu la semaine dernière, moi je vous dis que ça va aller sur tel prix et puis après ça va redescendre sur l'autre prix, ça ce sont des menteurs. Quand on fait une analyse, on a 50% de chance de voir la hausse et on a 50% de chance de voir la baisse. C'est pour ça qu'on dit on a un scénario qui est haussier et aussi un scénario qui est baissier. Maintenant, on peut avoir une tendance haussière ou baissière, je parle pour une analyse. Donc c'est pour ça que je mets le taux de réussite des analyses techniques au maximum de 60%. D'autres me diront, sur ce que j'ai dit avant, nous n'avons rien d'autre. C'est vrai qu'à part les plateformes habituelles et les outils qui traînent sur Internet, tout se ressemble. Et d'autres, une autre catégorie ne cherchera pas à savoir le pourquoi. Bon, tout ça, en tous les cas c'est un packaging, ça donne du boulot à certains, sur Internet, qui en tirent bien sûr du bénéfice, car c'est le but. Bon, par contre, vous voyez que les sites payants foisonnant sur la toile, se ressemblant comme de gouttes d'eau, en sont la preuve. Parce que si vous prenez une analyse avec les mêmes outils, vous regardez que c'est quasiment les mêmes niveaux. En fait, il n'y a rien de nouveau. Vous prenez une analyse et vous en prenez 50 autres, on retrouve les mêmes niveaux, on retrouve les mêmes dires, c'est parce que c'est un langage différent, mais ça se ressemble en fait. Donc là-dessus, on est toujours sur des vieilles choses et rien n'a été inventé. Et de toute façon, pourquoi inventer quelque chose si quelque chose fonctionne? Mais bon, peut-être ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, en voyant tout ça, il y a quelques années en arrière, bien sûr, j'étais à l'époque, j'étais sur CFD, tiens. Et donc, j'en ai arrivé à me poser une réflexion. Cette réflexion a été basée sur la ressemblance des analyses techniques qui étaient faites avec les mêmes outils. Car il y en a tellement d'analyses et c'est tellement publicité sur toutes les plateformes que ceci m'a poussé à mener mes propres recherches sur les motivations que je pourrais en déduire. Mais il fallait que je trouve un fil conducteur à mon projet.
car cela, ça doit tenir debout. Hein. Si je veux vous trouver des relations existantes entre la macro, les retails et les faiseurs de marché. Donc, ma première investigation était de réfléchir sur la relation faiseur de marché, donc market maker, avec les traders retail et les investisseurs de tous bords. Je savais de toute façon que cela serait inscrit sur les graphiques en partie, car ils sont tout de même le reflet de ce qui se passe, les graphiques, et c'est indéniable. Alors, il me fallait les décortiquer. Alors je me suis dit, mais comment faire? J'en ai arrivé à cette conclusion. Il me fallait me mettre à la place d'un faiseur de marché afin de trouver des motivations pour ne pas perdre d'argent si j'étais à sa place, vu que je serais là pour en gagner en qualité de faiseur de marché. Alors je suis parti du principe que je ne pouvais pas mettre un trader pro derrière chaque trader retail ou chaque derrière investisseur. Ça m'aurait coûté trop cher. Alors il fallait que je trouve un fil conducteur. Ce fil conducteur m'est venu par une pure logique, car cela me crevait les yeux. C'était la contrepartie. Étant market maker moi-même et ayant accès à une grande profondeur des marchés, je compris que grâce à tous ces outils, je pouvais anticiper les mouvements des marchés et donc prévoir à l'avance ce qui sera fait, par exemple grâce à RSI, un stochastique en surachat, en survente, hein, et ceci n'est qu'un petit exemple. Disons qu'on englobe ça à tous ces outils les plus courants, les plus populaires si vous voulez. Donc je reviens, en tant que faiseur de marché, je suis la contrepartie des traders retail et investisseurs. C'est-à-dire que si vous achetez, moi je suis obligé de vendre. C'est normal, vous le comprenez, pour me couvrir. Le market maker n'est pas là pour perdre de l'argent non plus. Hein. Il a en charge la liquidité des marchés à tous les niveaux, ça vous le savez. Hein. Les market makers, leur travail est d'être à l'ask et au bid, au-dessus et en dessous du prix, pour faire de la liquidité. Sa présence sur les marchés est capitale, car ce sont eux qui font bouger les prix, ainsi que nous, bien sûr, et les investisseurs. Jusque-là, ce n'est pas un secret de polichinelle. Hein, j'espère que vous avez bien compris. En tous les cas, ne vous attendez pas à ce que je critique ces concepts de faiseurs de marché que j'ai étudiés, parce que, en tous les cas, ma stratégie est basée là-dessus. C'est ce qui me permet de tirer des bénéfices de la bourse d'une façon complètement opposée à ce qui se passe sur les marchés normalement, d'ordinaire. Donc, publiquement, je n'entrerai pas dans le détail de ma stratégie, hein, qui, je l'espère, durera encore longtemps. Maintenant, je n'entrerai pas non plus dans le détail de ce qui peut représenter aussi une stratégie de trading au carnet d'ordre. Vous comprenez que sur la toile, je ne puis pas tout dire, car je mettrai en danger cette stratégie en la banalisant. Ceci étant dit, ma deuxième réflexion était de trouver un lien entre le concept mis à disposition aux traders, c'est-à-dire plateforme, indicateurs, outils, et le travail des faiseurs de marché. Je remarquais que des schémas récurrents se passaient sur le marché et se répétaient assez souvent pour en tirer des conclusions. La simplification étant que nous possédons tous les mêmes outils au même moment, serait pour moi, faiseur de marché, je suis à leur place, une façon simple et sûre de regrouper le trading sur des zones de compression, aussi appelées boîtes d'accumulation par monsieur Martin Cole, dont je parlerai après. Étant dans la peau d'un market maker, j'ai donc trouvé un fil conducteur ou certains fils conducteurs auxquels je crois pour en faire une stratégie de trading. Je pense que tout le monde est capable de comprendre ceci, car c'était ma propre découverte personnelle pour ce qui deviendra ma stratégie de trading, et bien sûr ce que de droit. Hein, je pars du concept que de suivre la masse n'a jamais été une solution et une réponse, et que ceci n'a jamais réglé quoi que ce soit. Alors ces outils sont à la portée de tout à chacun. Ils s'appellent RSI, stochastique, trendline, bande de Bollinger, et j'en passe. Donc je vais prendre comme exemple les trendlines par exemple. Je prends un tout petit exemple, je ne vais pas m'étaler. Mais ce que je vais vous dire, je l'applique à tout ce qui est populaire. Tous ces outils qui sont populaires. J'explique ma vision des choses. En traçant votre canal bien précisément, vous croyez être le seul à avoir découvert cette relation entre deux lignes.
Ce canal ascendant ou descendant permet de voir précisément qui fait quoi et regroupe tout le monde avec des mêmes objectifs en théorie. Voilà, c'est-à-dire qu'on se retrouve agglutinés quasiment tous au même moment. C'est normal, on utilise le même concept et on se retrouve tous dans des mêmes zones. Ça, vous le comprenez. Ça, c'était facile à comprendre comme concept. Ensuite, à mes trendlines viennent bien sûr s'ajouter ce qu'on appelle des supports et des résistances que chacun connaît, qui ne sont pas un secret de polichinelle. Il y a suffisamment de médias pour vous les rappeler justement. Les analyses faites sur la toile par des analystes pros ou non rassemblent la masse et canalisent le processus. Ces informations sont partie intégrante de mon trading, mais pas du même côté que vous les utilisez vous-même. J'essaye d'être chaque jour du côté du faiseur de marché. Je ne suis pas chez un market maker, je suis chez un broker. Je traite les futurs, mais les directions sont les mêmes. En quelque sorte, c'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est savoir anticiper. Donc, c'est pour cette raison que les faiseurs de marché sont très utiles pour faire des gains, et non de les critiquer après avoir perdu. Il vous appartient d'être ou non du bon côté. Je ne vais bien sûr pas étaler en grand public ma stratégie de trading dans le détail. Vous n'avez que des grosses lignes. Ça vous permettra d'avoir une réflexion, c'est tout. Parce que l'être humain est tellement détracteur et parfois néfaste que ça serait mal utilisé. Et en conclusion, elle perdrait certainement de son efficacité. C'était simplement pour vous montrer qu'il existe des alternatives au trading empirique de mon père, par exemple. Voilà, donc bon, je veux dire, les trendlines, excusez-moi, mais les supports, les résistances, ça marche, bien sûr que ça marche. Mais il y a autre chose. Il y a tout de même 95% de traders retail qui sont tous avec les mêmes outils. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Donc comme je vous ai dit au début, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. En tous les cas, les 95% de traders qui sont sur le marché, ils apportent de la liquidité. Et la liquidité, moi j'en prends une partie. Voilà, quand vous êtes dans le mauvais sens, que je suis dans le sens des faiseurs de marché, je me fais à moi aussi ma propre liquidité. Voilà. En gros, voilà ma façon d'anticiper les marchés. J'ai cherché d'abord à comprendre ce qu'est un marché avant de commencer à trader sincèrement les marchés. J'ai pas mis la charrue avant les bœufs. Pour cela, je suis sorti complètement des clous et me suis mis à l'écart complet d'un trading ordinaire. Voilà en quelque sorte ce que je mettrais sur pied si j'étais un faiseur de marché. Maintenant, est-ce que je suis dans le vrai ou dans le faux? Mais en tous les cas, tant que ça fonctionne pour moi, c'est très bien et ça me va. Et je ne veux pas que ça change autrement. Donc ma stratégie de trading n'est pas uniquement ce que je suis en train de vous dire. Elle englobe aussi une certaine vision de la macro qui est complètement différente avec la vôtre. La macroéconomie, je parle. J'anticipe pas les news. Pour moi, on verra si je vais vous en parler après, mais peu importe les news, il suffit simplement pour moi de noter sur une feuille les heures où peut-être éventuellement le marché bougerait à la hausse ou à la baisse. Le contenu de la news m'apporte complètement peu. D'ailleurs, vous savez ce que je pense des chiffres de la macroéconomie, ils sont complètement tronqués. Maintenant, après mes investigations, voilà, on va installer ça, je suis tombé par hasard sur un article de Martha Cole dont je vous donne le lien. Donc, le titre du livre, c'est How the Market Maker Extract Millions of Dollars a Day and How to Grab Your Share. Comment les teneurs de marché extraient des millions de dollars par jour et comment en profiter. Donc j'ai trouvé chez ce monsieur une énorme similitude avec ce monsieur qui est un professionnel de la finance. Attention, c'est un trader pro, il a été trader professionnel. Énormément de similitudes avec ma façon de trader et ma vision des marchés. Donc je m'en suis aussi inspiré, bien sûr, d'où là j'en ai tiré son vocabulaire qui lui appartient. Donc boîte d'accumulation, distribution et compagnie. Donc moi j'avais pas les termes, j'avais l'idée générale dans mon trading et j'en ai pris les termes chez monsieur Martha Cole.
Voilà. Donc son livre est en anglais, vous pouvez le commander sur internet. Et puis, par contre, il donne aussi, bien sûr, payante, hein, je ne connais pas le tarif, des formations aussi, bien sûr, payantes sur Internet, sur justement hein, cette structure des marchés. Hein. Avertissement, ce que tu apprêtes à lire risque de te choquer, et pour certains, une grande partie des croyances sur le fonctionnement des marchés vont partir en lambeaux. Tu vas bientôt découvrir le véritable marché, un marché que tu peux trader, un marché que peu de traders ont la chance de réellement comprendre et dont seulement 1% de la population en connaît la notion. Pour vous dire que moi je l'ai trouvé seul. Mensonges, corruption, désinformation et manipulation sont les sujets habituels des romans policiers et de thrillers. Les marchés financiers contiennent les mêmes ingrédients. Bon, c'est pas moi qui l'écris, hein, bien sûr, vous le voyez. Mais bon, c'est sur Internet, c'est vendu, c'est donc autorisé, c'est la liberté d'expression, ce que de droit, hein, bien sûr. Ce livre s'adresse aux traders qui ont essayé tous les systèmes, modèles, indicateurs, stratégies, qui ont écoulé tous les gourous et leurs formations au prix exorbitant et qui ont dépensé les 97 $ habituels pour obtenir les mêmes secrets réchauffés de trading pour être déçus au final. Voilà, bon, pour celui qui se croit qu'il est dedans, il tire les conclusions qu'il veut. Hein. Ce livre est destiné au trader qui a atteint le point où il sait que quelque chose ne tourne pas rond avec la façon dont le trading est présenté et est prêt à descendre du manège de la folie. Ce trader est prêt pour commencer à développer un futur solide pour son trading basé sur les règles immuables des teneurs de marché. Voilà. Maintenant, tu vas et patati, patata. Et il commence à expliquer tout ce qui se passe un peu sur les marchés. Beaucoup de similitudes avec ce que je vous ai dit. Bien sûr, lui, il apporte pas une stratégie de trading. Regardez là, vous pouvez voir sa boîte d'accumulation, hein, avec ensuite la distribution, hein, les éléments du business model des teneurs de marché. Donc, il y a quelques explications là-dessus. Je vous en ai déjà parlé, hein, voilà, vous trouverez un peu, vous pourrez lire ce qui leur retourne. En tous les cas, c'est franchement public, hein, c'est sur les faiseurs de marché, hein, voilà. On cite personne, mais en tous les cas, c'est réel, c'est comme ça que fonctionne la bourse. Hein. Il n'y a rien à cacher là-dessus, tout est complètement légal et autorisé. Donc vous avez là c'est sur Bourse Ensemble, mais en marquant le titre, vous pouvez le commander où vous voulez. Hein. J'ai donc complété ma vision de mon trading en mélangeant la sienne, hein, bien sûr, ce cocktail, donc m'a donné ma stratégie de trading qui n'est pas tout à fait comme la sienne, hein, qui outrepasse ce qui existe sur les marchés aujourd'hui. Jamais je ne regarde des analyses techniques, car je n'apprends rien de nouveau hein, qui soit en adéquation avec ma façon de trader. Jamais je suis de webinaire et jamais je ne suis les news, hein, comme je vous ai dit plus haut, qui sont pour moi encore un moyen et un outil de décalage pour obtenir de la liquidité qu'il faut faire pour décaler les marchés dans un sens ou dans l'autre, qui n'a rien à voir justement avec cette macroéconomie. Vous pouvez étudier ce phénomène, mais personne ne pourra me contredire sur le fait que le prix monte ou descende. Vous me trouverez toujours une explication rationnelle à ces mouvements en utilisant le dialecte boursier bien connu. Voilà, 8% ou 10% de chômage en plus ou en moins, je n'y crois pas. Donc, pour en revenir à ce concept des news, quand j'ouvre mon PC le matin, je regarde les heures de news, des news qui sont suffisamment importantes. Je note pas le contenu, mais certainement pas. C'est-à-dire que ça soit un Zoo ou un FOMC ou quoi que ce soit, je sais qu'à partir d'une certaine heure, il risque peut-être, je dis bien, d'avoir un décalage sur les marchés. Donc, je serai dedans ou je ne serai pas dedans. Souvent, je ne suis pas dedans. Parce que ces décalages sont euphoriques, ils sont créés par la peur. Hein. Il y a un indicateur qui montre la peur, c'est le VIX, le véritable VIX sur les marchés. Justement, vous voyez que ce n'est pas une connerie, que les marchés sont typiquement psychologiques. Donc, on joue sur la peur des gens et avec ces news, justement, beaucoup perdent de l'argent, justement, à cause de ça. Donc, un conseil pour moi personnellement, écartez-vous des news. Marquez sur une petite feuille cette news, mettons 14h30, vous vous retirez du marché,
vous allez faire un petit tour à la plage ou quoi, vous revenez quand la news est passée depuis 30 minutes et vous prenez ce qu'il y a à prendre sur le retour du marché, car vous voyez souvent que le marché, quand il décale, s'il sort pas de sa boîte d'accumulation pour en faire une nouvelle, il remontera trouver la précédente. C'est parce que c'était une mèche pour venir chercher un paquet de stops répondant justement à des conditions de marché que je n'expliquerai pas. En tous les cas, les faiseurs de marché n'ont aucune crainte à avoir de Martin Cole ou de quelqu'un, un petit trader comme moi, qui parle de ça, car ils savent très bien que 98% des traders continueront à utiliser leurs outils, les outils que vous trouvez sur les plateformes, que vous trouvez dans les webinaires, hein, pas tous les webinaires, pas toutes les analyses. Hein. Il y en a qui font du market profile, qui est déjà particulier. Il y en a qui traitent du carnet d'ordre, qui est complètement différent, bien sûr. Hein. Moi, je parle des outils classiques, les outils que mon père trader utilisait. Un stochastique, un RSI, une tradeline, parce qu'il n'y avait rien d'autre à l'époque. C'était comme ça. C'était des vieux marchés. Sur un carnet d'ordre, les ordres n'étaient pas fractionnés comme aujourd'hui. Voilà, si j'avais 1000 contrats à passer sur le DAX, aujourd'hui on a le droit on peut les fractionner en 10 fois 100 contrats, comme je vous ai dit. Ça s'appelle un ordre iceberg. On n'en voit qu'une petite partie comme un iceberg et tout se passe en dessous. C'est une certaine habitude pour voir comment va faire le marché pour décaler, pour passer ces 1000 contrats sans que vous les voyez quasiment. Bon, on ne va pas partir sur cette partie technique, on va revenir à notre petite partie. Donc bien sûr, je ne parle uniquement que du trading ordinaire. Voilà. Avec ce livre de Martin Cole, bien sûr, qui rend justement public et que ce n'est certainement plus un secret de polichinelle sur les marchés. Donc il dit sa vérité, moi je dis la mienne, et puis maintenant chacun pense ce qu'il veut. En tous les cas, chacun est libre de trader et de s'exprimer en disant ce qu'il ressent, hein, sans pour cela insulter ni dénigrer. En tous les cas, moi j'encourage les faiseurs de marché à continuer dans ce sens. C'est très bien. Parce que là, le but n'est pas de nuire au travail des market makers, mais bien de trouver une certaine réponse possible à ce qui se passe derrière les marchés, ce que de droit. Hein. Donc, bien sûr, grâce à ça, moi, je peux tirer des bénéfices. Donc, c'est pour ça que si ça perdure perpétuellement, j'en suis très content. Et c'est ma façon de trader et d'appréhender les marchés, comme je le désire. Donc, en conclusion, JP Morgan, Goldman Sachs, Société Générale, toutes ces grandes banques qui font tout le business, le market making dans le monde. Hein, donc, on peut aussi s'en servir. Soyez de leur côté. Aimez-les, croyez en ce qu'ils font, et peut-être vous gagnerez de l'argent sur la bourse. Ciao, ciao. Maintenant, venons un peu à une petite analyse technique sur le gold pour ceux que ça intéresse. Hein, pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous invite à fermer le bouton et changer de chaîne. Donc, on va faire une petite analyse. Voilà. Pour ceux qui cherchent aussi le moment où, bon, moi, ça fait depuis août 2011, je suis baissier sur le gold. Hein, depuis qu'il a atteint ses sommets vers les 1900, il est monté jusqu'à 1928, voilà, par là, j'étais déjà baissier, donc je suis baissier depuis, et je maintiens toujours mon opinion, je suis toujours baissier depuis ce temps-là. Mon objectif n'est toujours pas atteint, mon objectif, comme je vous ai dit, il tourne autour des 1100, 1950, hein, vers les 950 maximum dollars l'once. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Bon, j'ai pris la dernière fois, bien sûr, avec la Fed, le dollar index, hein, l'explication du dollar index. Je vous invite à voir ma dernière analyse qui est toujours valable, qui date d'un mois, du mois d'octobre, je crois, sur le dollar index, ma vision personnelle et la zone qu'il y a de maintien de la Fed pour le dollar index. Je parle du vrai dollar index, hein, je ne parle pas d'un autre dollar index. Voilà, donc on va démarrer un peu cette petite analyse. D'abord, donc qu'est-ce qu'on va dire du gold? Donc pour moi, cette baisse, mon objectif n'est toujours pas atteint,
Pourquoi? Eh bien, vous savez que le gold est l'actif le plus manipulé de tous. Hein, parmi les indices, le forex et compagnie, le gold, c'est le roi, quoi, le roi de la manipulation. Donc ça a un lien indirectement avec ça, bien sûr, parce que maintenant, bon, vous savez, le mot manipulation ne doit faire peur à personne, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que manipuler dans les prix, c'est normal en fait. Ça fait partie des marchés, la manipulation. Voilà, la manipulation, c'est du commerce, voilà, sans plus. Donc, vous savez aussi que le dollar index, le vrai, n'est pas en grande forme, hein. Et donc on voit aussi sur la planète le niveau d'inflation galopante et qu'elle est cachée quand on ne vous donne pas les vrais chiffres. Par exemple, quand vous entendez les chiffres d'inflation américains et européens, ce ne sont pas les chiffres de la réalité. Donc ceci, bien sûr, aura une influence sur la valeur de la monnaie. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire sur la valeur de la monnaie? Eh bien, c'est que si les quantitative easing continuent et que l'inflation continue, le dollar et l'euro ne vaudront pas plus que le papier toilette. Voilà, c'est tout. Vous aurez un rouleau, c'est-à-dire pour aller chercher une baguette de pain le matin, je vous donne une image un peu marrante, il faudra une brouette. Il faudra une brouette de billets de 10 euros. Voilà, par exemple. C'est ça l'inflation. Alors quelle est l'incidence avec le gold? Bah, ça a une relation. C'est que le gold doit continuer à descendre, hein, parce que pour acheter du gold demain, les investisseurs ont besoin il est encore trop cher en fait, de descendre. Parce que les mêmes qui créent l'inflation, les mêmes qui maintiennent le dollar, les mêmes qui font du quantitative easing, il y en a quand même qui sont intelligents. On ne peut pas dire. Il y en a certains qui disent attention, le dollar demain, s'il vaut du papier cul, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut du gold. Mais ce gold, par contre, si on regarde la quantité d'or qu'il y a dans les banques, dans les réserves fédérales, dans les banques, et si demain, tous les détenteurs de papier qui ont acheté de l'or réclament leur or physique, mais il y a de quoi payer peut-être 10% des gens. Il manquera du gold physique pour donner aux gens, pour leur donner ce qu'ils ont payé. Donc il va y avoir un déficit de gold physique. Et pour cela, pour demain, si ça se produit, il faut parer le coup. Il faut donc des milliers de tonnes, il va falloir acheter des milliers de tonnes de gold pour pallier à ce déséquilibre qui est certain, dont certains analystes très sérieux parlent. Il faut donc aux réserves fédérales acheter du gold demain. Par conséquent, il faudra l'acheter au plus bas niveau. C'est pour ça que je crois que moi, la baisse n'est toujours pas finie. Ils ont probablement fixé un cap où le gold pourra remonter, mais en attendant, 1235 comme aujourd'hui, c'est encore trop cher. C'est ce que je dis sur mes analyses. Et c'est pour ça que le gold doit continuer à descendre. Ma conviction à moi, j'ai tort ou j'ai raison, en tous les cas, maintenant, même si je me plante arrivé à 1235, j'ai donné la baisse du gold à partir de 1900 $. On peut dire que maintenant, c'est une véritable réussite de ma part. On ne peut plus rien me dire, c'est terminé. Mon pari était réussi. Mais malgré tout, je le vois quand même descendre sur les 1100, les 1000, voire un cap maximum des 945 à 950 $ l'once. Là, ça serait très intéressant pour la Fed et compagnie d'acheter une quantité industrielle d'or. Pourquoi? Simplement, en achetant cette quantité industrielle, et si il y a une crise économique plus grave que celle d'aujourd'hui qui va se lancer, peut-être, je dis bien peut-être, mais c'est probable. En tous les cas, on prend plutôt la porte vers cette crise que plutôt s'en éloigner. Vous êtes d'accord avec moi? En achetant ces quantités industrielles d'or, que je ne sais où ils vont trouver, on a tous une petite idée où trouver cet or, bien sûr, hein. Et il y en a pas mal dans les pays africains, il y en a pas mal en Libye, il y en a pas mal dans certaines régions du monde, par exemple, hein. Donc par conséquent, l'acheter à 950, ça va faire une bonne affaire quand il va falloir le payer à tous les gens qui vont réclamer leur or s'il y a une crise. Ah pourquoi pas?
bah, ça fait une pierre deux coups. On achète une quantité d'or, par exemple à 1000 $ l'once ou à 950 $ l'once, et puis on le revend un petit peu plus cher, on fait monter le marché, on le revend plus cher, et au passage, en payant les 90% d'or qui manquent, on réalise un énorme bénéfice. En même temps, ça fait une pierre deux coups. On rétablit les niveaux d'or, les niveaux d'or qui manquaient, avec un petit surplus bien sûr. On relance un peu cet étalon or, parce que si la monnaie vaut du papier cul, il va bien falloir que quelque chose remplace la monnaie. Et qu'est-ce qui va remplacer, hormis l'argent et l'or, plus principalement l'or, ça va être l'or. L'or qui redeviendra une monnaie d'échange, la monnaie d'étalon. Voilà. Et demain, ce qui est bon, c'est que si vous possédez 150 000 tonnes d'or dans votre pays, eh ben vous ne pouvez pas avoir plus d'argent que vous avez d'or. Et ça serait bien. Si on avait toujours respecté cet étalon or, on n'en serait pas là aujourd'hui dans l'économie mondiale. Bon, vous allez me dire, c'est vrai, il y a certains pays d'Afrique, ils possèdent bien plus d'or que l'Amérique n'en possède. Ce qui veut dire que si on repasse à l'étalon or dans quelques années, ça voudrait dire que des pays du Sud seraient plus riches que les États-Unis. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de cette petite trouvaille? Enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est dans l'information, vous inquiétez pas. Sauf ce que je dis là, sur le gold et sur le cap des 1000 et des 1100 ou des 950, ça c'est moi qui l'invente. Hein. C'est que je pense que les réserves sont tellement basses qu'il va falloir trouver un moyen d'acheter de l'or. Et pour acheter de l'or, ça c'est certain, ils l'achèteront pas, je pense, à 1230 $ l'once. Voilà, donc vous avez eu ma vision sur le gold. Elle tient debout, elle tient pas debout. Ça va ruminer dans les chaumières parmi les traders qui sont sur la toile, mais j'en suis très content. C'est un intérêt qu'on me porte. Merci messieurs. En tous les cas, on va voir cette petite analyse. Bon, vous voulez un petit point. En principe, je le traite pas. Hein, je le traite pas le gold. Je m'en cherche, je regarde à chaque fois. On va aller voir mon petit CG. Pas celui-là. Voilà, le petit CG avec deux trendlines, non c'est pas les trendlines, c'est avec mes deux centres de gravité, hein, le prix du prix maximum pondéré tendanciel, c'est ma création, ce centre de gravité, hein. Il n'a rien à voir avec le centre de gravité Belkayat, hein, lui c'est le sien, ça c'est le mien, par conséquent, quand vous avez vu que je vous ai tracé où on était loin de ce centre de gravité, que je vous ai dit que on avait le centre gravité long terme et celui qui est moyen terme, et qu'ils allaient se croiser et qu'on allait faire une belle petite zone pas de scalping, d'intraday, parce qu'on est en daily là, hein. Donc une petite zone, on allait faire un pic. Regardez ce qui s'est produit, regardez l'énorme pic. Mais GG, comment tu as fait? T'as eu une vision pour voir ça, ma parole? Eh ben non, j'avais l'intersection de mes deux CG. Je vous dis, il ne reste plus qu'à le mettre en mathématiques, mon CG. Et voilà, c'est pas mal, hein, mon petit truc à moi. Je dis pas que des bêtises, hein. Donc pour l'instant, on est sur mon CG. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Peu importe qu'il remonte un peu ou qu'il descende. Bon, vous voulez une petite info, on va aller voir quand même. On va aller voir en market profile annuel, par exemple. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en market profile annuel? On a vu que les plus hauts c'était du 2011 quand j'ai dit que ça allait chuter, bien sûr. Ça c'était impeccable. Hein. Voilà, donc on a une petite imbalance ici. Bon, à 1500 on y reviendra. Je vous avais donné la possibilité que le cap psychologique était 1550 pour dire que le gold était haussier. Hein. Bon, voilà, c'était donc le cap de ce 1400, entre 1400 et 1500 en fait. En fait, il faut le racasser les 1500 pour dire qu'on soit haussier sur le gold. Voilà. Parce qu'on a une zone d'imbalance qu'il faudra travailler ici. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Au sud, on a une belle zone d'imbalance ici, qui n'a pas été travaillée pour le moment. Et c'est pour ça qu'on peut revenir dessus. Vous comprenez? Quand j'ai mis ce graphique-là, on n'y était pas encore. On voit que c'est beaucoup plus clair, c'est que ça a été travaillé ici. On n'y était pas encore ici. On est donc venu, bien sûr, on est déjà venu toucher et rentrer dans cette espèce d'ellipse verte. Attention, on est en annuel, hein. Ça veut dire que quand ça bouge, c'est pas 10 ticks, hein. C'est ni 10 pips, hein. C'est 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, hein. Pips ou ticks, hein. Ok? Donc, voici ma zone pour l'avenir. Voici mes 9000,
560, c'est une zone, c'est pas une ligne, ça n'existe pas, c'est ridicule de donner. On est sur une zone ici des 960 à 1050 par exemple, qui est susceptible de venir faire retracer le prix. Donc ici c'est encore une zone assez logique. Disons que sur les 1100, bon, on va dire que sur les 1100 on peut commencer à acheter de l'or physique, il n'y a pas de problème. Par conséquent, si on atteint, on passe sous les 1000, sous les 1100, et qu'on vient ici commencer à travailler cette partie, on sera rejeté sur les 990. Bon, c'est pire qu'une zone pour acheter en dessous de 1000, la différence n'est pas énorme. Si vous achetez des petits lingotas, par exemple, qui valent 2000 euros, 200 grammes, de 100 grammes, ça coûte pas une fortune, on peut investir, et lorsque ça arrivera à 2500 euros en cas de crise, calculez combien ça fait. Et de toute façon, hein, quand on investit dans l'or sur des niveaux pareils, maintenant, on ne peut plus perdre d'argent. Parce qu'on sait très bien, on sait pertinemment que le gold remontera un jour. Ça, c'est une certitude. Voyez? Bon, maintenant, il y en a, on va parler un peu investissement. On va dire, il y en a, ils préféreraient acheter des Napoléons. Mais maintenant, je vais vous parler à propos des Napoléons. Si vous achetez des petits lingots, pour ceux qui ont les moyens, des gros lingots, si vous achetez des petits lingotins, des lingots, avec un certificat dans une maison très connue, par exemple à Paris, où vous pouvez vous déplacer, avoir votre coffre dans un lieu privé, pas une banque, hein, surtout pas, dans une banque, dans un lieu privé, hein. Et il n'est pas conseillé de garder ça à la maison, bien sûr. Il faut avoir un lieu privé pour garder son or, bien sûr, de réputation. Et il n'y en a pas beaucoup. Vous avez Zurich aussi, il y en a un. Par conséquent, je ne sais plus ce que je disais en fait. Je ne sais plus ce que je disais. Donc je parlais du Napoléon, il y en a, ils me disent, mais oui, mais parce qu'on a la prime. Bon, la prime, vous avez la valeur or, la valeur du poids de l'or. Maintenant, par contre, si vous achetez de la monnaie, du Napoléon véritable, estampillé, certificat, sous cellophane, sous sachet fermé, hein, qui garantit sa valeur, il ne faut surtout pas l'ouvrir, bien sûr. Comme les petits lagotins ont un certificat, ont un numéro, et puis sont aussi sous scellés, qu'il ne faut pas ouvrir pour la revente. Si vous prenez cette petite pièce Napoléon, par exemple, ou d'autres, vous avez une prime. Cette prime, elle a aussi une évolution, elle a aussi son cours qui est indépendant du poids de l'or. Par conséquent, moi je vais dire une chose, je vais rajouter une chose. Qu'est-ce qui vous garantit que le jour où on est en pleine crise, les gens vont s'accaparer encore des pièces de collection? La collection, c'est valable le jour où il n'y a pas de crise. Imaginez une crise mondiale. Que moi j'ai, mettons, un demi-kilo d'or et que vous avez 500 grammes de pièces d'or. Mais qu'est-ce que vous croyez que les gens, ils vont acheter des Napoléons plutôt que 500 grammes d'or? Les Napoléons, ils s'en foutent. Ils s'en foutent du Napoléon parce qu'ils vont dire, mais oui, mais on est en crise très grave. Le Napoléon, il n'y a plus sa valeur de prime. Ça n'a plus rien à voir. On n'est plus dans une économie normale. La démocratie, elle est bafouée. Il n'y a plus de valeur qui existe en fait en cas de crise grave. Par conséquent, le poids de l'or, lui, il aura toujours son niveau d'or, son poids d'or réel sur les marchés. Que lui, le Napoléon aura son poids d'or aussi, mais il aura perdu peut-être la totalité de sa prime que vous aurez payé à son achat. Bon, maintenant je vais vous dire que il y avait 8% de taxes sur l'or. Monsieur Hollande maintenant a fait passer lors de la revente de l'or à 10 à 10% avec les taxes, avec les charges, ça fait 10,5%. Lors de la revente. Hein. Mais ça vaut toujours la peine, vous inquiétez pas. Ça vaut toujours la peine d'acheter de l'or quand il se cassera la figure encore. Ça sera bien. Donc en market jour, qu'est-ce qu'on peut dire? En petite analyse, donc nous sommes sur les niveaux des 1238 par là. On voit qu'on a un petit trou de liquidité ici. Vous voyez? Donc on peut très bien remonter un peu cette semaine jusqu'au POC du 12-12 vers 1250, venir travailler 1250 à 1260. Voyez? Fermer un peu ce petit trou de liquidité qui manque, on viendra certainement refermer. Voyez? Pour peut-être après, pourquoi pas, on peut monter. Bon, ma vision personnelle, c'est qu'on, voyez, on a une zone de single print toute petite ici, 1280 à 1282. Le gold peut remonter jusqu'à 1280-82.
par exemple, vous voyez, pendant une journée, si on vient fermer ici ce petit manque d'imbalance, après on pourra recasser ce niveau-là, des 1260 qui ont l'air suffisamment importants, pour repartir, fermer, ranger ce petit single ici, des 1280. Donc il y aura une réjection sur les 1280 qui ont l'air d'être un niveau important. Voyez, s'il y a eu un single. Par contre, le premier niveau important, c'est bien 1260. La zone des 1260, attention, hein, support résistant sur une ligne, ça n'existe pas. Nous parlons toujours de zone. On a une zone importante ici sur les 1230, vous l'avez compris. Regardez ici la totalité de zones de valeur que nous avons eues. Le market profile, c'est la véracité de ce qui puisse exister sur les zones à travailler et à revenir travailler. Voyez, ici. Voilà, donc par conséquent, si on recasse les 1210 ici, qui sont les plus bas du 12,4, ainsi quasiment du 12,5, et qui sont aussi les plus bas du 12,6, c'est qu'on va descendre cette fois-ci sous les 1200. Vous comprenez? Voilà, bon, on finit un peu cette analyse qui est plutôt maintenant market-moi, bon. On voit qu'il y a encore de la liquidité à faire hein, sur au-dessus des 1280 que je vous ai dit. Il y a de la liquidité à faire, c'est pas impossible non plus. Hein. Le gold il bouge, il y a des retracements à faire, il y a des retracements techniques avant de rebaisser, c'est pas un problème. Peut-être la Fed n'est pas encore prête à acheter des milliers de tonnes d'or. Il faut les trouver ces milliers de tonnes d'or. Hein. Donc pour l'instant on peut encore remonter pour pouvoir redescendre, c'est pas encore le moment. Pour l'instant on peut laisser travailler le gold encore un peu à la hausse, encore un peu à la baisse, vous comprenez? Donc il faut observer. En tous les cas, ce qui est intéressant de voir, c'est pour ceux qui veulent acheter de l'or physique, mais pas de l'or sur les marchés, de l'or papier qui ne vaut rien et qui est plutôt aléatoire. Voilà, j'en ai fini avec mon analyse gold en tous les cas. Même si elle n'est pas purement trading, elle était dans un but primaire de donner des informations à ceux qui veulent acheter de l'or physique. Voilà. Bye bye. Bon, maintenant un petit tour sur le dollar index. Donc ça c'est l'analyse que je vous avais faite la semaine dernière, mais comme vous savez, avec Cam Studio à planter, j'ai perdu une analyse et j'ai eu beau rechercher dans le disque dur, même je suis en train de faire du vélo, hein, c'est pour ça que du vélo d'appart là devant mes écrans. Parce que j'en fais devant les écrans, j'en fais toujours une heure chaque jour, plus l'autre sport que je fais à l'extérieur bien sûr. Donc je vous avais mis qu'on pouvait retracer sur les 79,925. La semaine dernière, on était ici sur le petit CG là, et on est bien revenu. C'est dommage qu'on n'avait pas l'analyse. On est bien venu retrouver ce POC que j'avais dit, qui était logique, hein, on était là quoi. C'était logique de venir rechercher les 79 pour rebondir. Donc maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait rebondir éventuellement. Voilà, et que cette descente sur les 79 ferait remonter le gold qui s'est produit un peu. Maintenant, je pense que ça va être peut-être au gold de redescendre un petit peu, vu l'état du dollar index. On pourrait éventuellement commencer à travailler encore ce POC là, vous voyez. On travaille ce POC, on peut rester encore dessus quelques jours, et ensuite, si on le casse pas, après l'avoir travaillé, on sera éventuellement tenté de remonter, parce que je vous ai dit qu'on pouvait éventuellement remonter jusqu'au pic ici, des 82 500 déjà pour un premier temps. Hein, voilà. Donc, après maintenant, je vous ai mis, vous voyez, zone d'intervention des oligarchiques, donc ceux, les amateurs du QE3, QE4, QE5, QE6, et ici dessous les 78, qu'on serait sur une zone de perte de contrôle. Donc là, sous les 78, on peut considérer voir arriver gros comme une maison, un immeuble, la crise économique mondiale. Mais la vraie, cette fois-ci. Vous voyez? Voilà, donc c'était un petit point sur le dollar index, à 30 km/h de vitesse. Donc je vais stopper, je vous ferai une petite analyse DAX après. Parce que bon, si je le fais pas, après je fais pas mon sport ou quoi, j'ai pas le temps de vous le faire. Hein. Ouais, voilà. Allez, bye bye, c'est tout au moins, plus ou moins original que tout ce que vous pouvez entendre en tous les cas. Bon, maintenant, sur le DAXou, on va pas faire un petit point sur le DAX.
parce que la vidéo elle fait déjà une cinquantaine de minutes, 50-51 minutes, ça va vite quoi. Après c'est l'encodage qui est chiant, ça me dure des heures et après il faut le mettre sur YouTube. Des fois il veut pas le prendre parce que bon c'est trop long et voilà. Donc je vais faire juste un point sur les retracements Fibonacci que j'appelle les zones 50-60 parce que bon je m'étais fait critiquer la semaine dernière. Donc ça vous permet en même temps d'avoir de la réalité des faits, hein. C'est-à-dire que lorsque vous avez des retracements Fibonacci, ce sont comme des zones. Si vous voulez, lorsque le prix arrive sur un endroit, sur un endroit, c'est pas sur une ligne, c'est pas sur un prix, c'est toujours sur une zone. En aucun cas, le prix, les marchés boursiers ne sont pas une montre c'est pas une montre, c'est pas de la précision Timex si vous voulez. Donc quand on parle de retracement, on parle en priorité d'un premier retracement qui est de 50%, le suivant, même s'il est de 61,8, on l'oublie, on appelle ça la zone des 50-60. D'ailleurs, il existe une méthode sur internet qui parle de la zone 50-60. Voyez? Donc pour vous dire, on va contrôler, pour vous dire que les retracements Fibonacci ne sont pas une science exacte, c'est de l'approximation et je maintiens. On m'a dit que c'était de dire que 50-60 c'était pas bon, c'était approximatif. Non, je maintiens, c'est une certitude, c'est approximatif. On est en délire, regardez, premier retracement. Donc on est descendu sous les 78,16, on a bien passé les 60 aussi, on était à 352 ticks des 60 et on est donc ici, on n'a pas, non c'est sur celui-ci, on n'a pas atteint, on est à 30 ticks des 78,6. Donc premier retracement approximatif, deuxième retracement, on était à 21 ticks des 50%, 2 sur 2 approximatif. Ensuite troisième retracement, ça a été stoppé on est entre eux exactement, même pas dans le milieu, 38,2 et 50%. On est à 120 ticks des 50%. Grande approximation. Et enfin, le dernier, pour le moment, on verra ce que ça va faire demain. On peut continuer à descendre dans la zone de stop, on verra ça après. Ou on peut rebondir à partir de ce moment-là. Mais dans ce cas-là, on n'aura pas fait le retracement de 50%. On en sera à 40 ticks. Encore une belle approximation. Alors pour ceux qui mettent un tech profit là-dessus, si vous écoutez certaines personnes qui vous parlent, on va aller sur les 8389,5 précisément avant, c'est ridicule. On parle de zone quand on parle d'un profit ou d'une zone à travailler, un retracement ou vos supports ou vos résistances. Ce sont des zones approximatives. L'approximation est la pierre angulaire des marchés. Le seul moment où vous pouvez avoir un prix juste, c'est quand vous mettez un stop, mais même pas, ni le stop, ni votre take profit. Parce que ça dépend du slippage que vous pouvez avoir. Sur le stop, vous pouvez très bien avoir un slippage négatif. Sur votre take profit, vous pouvez avoir un slippage positif. Aussi, ça m'arrive d'avoir 3-4 ticks gratos sur un slippage positif, vous l'avez déjà vu sur mes trades. La seule chose qui est réelle et qu'on ne peut pas contredire, de précision, c'est votre prix d'entrée. Si vous entrez sur 8002, ça restera 8002. Il ne bougera pas. C'est la seule chose. Donc, les retracements Fibonacci sont une approximation. C'est pour ça que de grands traders comme Kevin Tosh aussi, et d'autres aussi, parle de la zone des 50-60, comme moi je parle de la zone des 50-60. Pareil. Bon, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir sur le market profile jour en vitesse? On peut voir que bon, on a un niveau 9073 ici, 9073 qui est relativement important. Nous avons le POC du 12. Du 11 décembre, avec pareil le plus bas du 3 décembre et quasiment du 5 décembre aussi. Donc on a une bonne petite zone ici où on pourrait monter et rebondir dessus sur les 9073. Bien sûr c'est une zone, c'est pas 9073 exact. Quand ça arrive c'est le pur hasard. Mais ça on s'en fout, on donne des zones en fait. Quand je donne 9073 c'est une approximation. On n'en revient pas sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, au sud, cette zone de single a disparu. Donc je vais l'enlever, parce que je n'ai pas trop regardé l'analyse en ce moment. J'ai pas besoin de regarder l'analyse tous les jours, moi, pour trader, surtout en scalping. Par conséquent, regardez, on a quand même une belle petite zone de single print ici. Donc cette zone, bougez pas. Voilà, le temps de mettre le crosshair. Donc voilà, j'en étais sur cette zone, voilà, qu'on peut très bien remonter dessus. Il y a un petit peu de liquidité à faire. En tous les cas, au-dessus du POC des 9073,
il y a du boulot à faire. Ça au nord, on le sait très bien. Il y a eu de la balance parce qu'on est descendu très vite, très fort. Par conséquent, on a de la balance. Il y a du travail à faire un peu. Ah, pas tant que ça quand même, il y en a plus au sud encore. Donc c'est pour ça on peut avoir un scénario haussier, bien sûr, vu qu'on retrace, on a vu qu'on est venu quasiment atteindre les 50% qui seraient quasiment suffisants pour rebondir, bien sûr, ou on peut redescendre dans la zone des 50-60, comme j'ai dit, pour venir chercher ces zones de single print qui, elle, est précise, elle est entre 8978 et 8966. Alors, je répète, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive sur une zone de single print? Eh bien, la première chose à faire, c'est une réjection. Le prix, bingo, rebondit dessus. Il rebondit dessus, alors là, c'est pas d'une précision. On ne peut pas voir, soit on revient sur très bas, c'est-à-dire sur ce petit POC des 9008 qu'on vient de faire de vendredi, ou alors sur le bas de la zone de valeur des 9003, ou alors sur le POC TPO des 9029 de vendredi pour venir le réattaquer. Vous voyez? Par exemple. Après, on peut revenir sur le height, c'est-à-dire les 9048. Après, on peut revenir travailler, bien sûr, toutes les opportunités. Moi, je ne suis pas Dieu pour dire on va aller sur tel endroit. Attends. Bon, j'étais un peu coupé. Je reviens sur mon analyse. Donc, on a autant de travail au nord qu'au sud. Et on est sur la zone des 50%. Donc, par conséquent, les deux scénarios sont équivalents, en fait. Les deux scénarios sont équivalents. Je garderai un petit biais baissier, si vous voulez un peu mon avis personnel, parce que je crois peut-être, je vais remettre le graphique là, attendez, on a une chance de venir retoucher ma zone de stop. Il y a pas mal de liquidités, je vous en ai parlé sur le haut de mon analyse. C'est une zone qui est visée par le market making. Par conséquent, elle est susceptible de venir être travaillée. Voilà, donc est-ce qu'on va encore continuer à travailler cette boîte qui a été commencée pour en refaire une deuxième? En tous les cas, elle n'aura certainement pas la même taille que cette première boîte ici, hein, qui était pas mal, hein, regardez. On avait une belle boîte d'accumulation là. Donc on ne fera pas la même parce qu'elle a déjà été travaillée. Par conséquent, il va y arriver un moment à partir de lundi où la décision va être prise, soit de se laisser tomber sous les 9000 ou soit de rebondir et de remonter, faire un retracement pour réattaquer ou pour revenir dans un premier temps dans la zone des 50-60, hein, qui se situe entre 9240-45 et 9280-90, pas par là, voilà. Donc dans cette zone d'imbalance ici, où j'ai mis le rectangle bleu. Voilà. Donc par contre, on est quand même plus près de la zone de stop. Donc maintenant, il faut attendre, laisser faire le marché, aviser, vous regardez votre footprint en 30 minutes qui vous donnera une indication lorsqu'on arrivera sur les plus bas. Vous regardez, comme je vous ai appris le carnet d'ordre, si vous avez un ordre de 120, 130 contrats, vous voyez que ça se charge au bid, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Vous verrez, si vous ne l'avez pas, regardez la vidéo que je vous ai faite la fois dernière et il y en aura d'autres. Allez, ciao, ciao les amis, ça fait plus d'une heure, j'arrête là. Allez, au revoir.